Sire, dit-elle, voici le discours que le gouverneur de Damas tint au jeune homme de Moussoul. Mon fils, dit-il, sachez donc que la première dame, qui a eu l'effronterie de vous aller chercher jusque chez vous, était l'aînée de toutes mes filles. Je l'avais mariée au Caire à un de ses cousins, au fils de mon frère. Son mari mourut, elle revint chez moi, corrompue par 1000 méchancetés qu'elle avait apprises en Égypte. Avant son arrivée, sa cadette, qui est morte d'une manière si déplorable entre vos bras, était fort sage, et ne m'avait jamais donné aucun sujet de me plaindre de ses mœurs. Son aînée fit avec elle une liaison étroite et la rendit insensiblement aussi méchante qu'elle. Le jour qui suivit la mort de sa cadette, comme je ne la vis pas en me mettant à table, j'en demandai des nouvelles à son aînée, qui était revenue au logis. Mais, au lieu de me répondre, elle se mit à pleurer si amèrement que j'en conçus un présage funeste. Je la pressai de m'instruire de ce que je voulais savoir. « Mon père, me répondit-elle en sanglotant, je ne puis vous dire autre chose sinon que ma sœur prit hier son plus bel habit, son beau collier de perles, sortit, et n'a point paru depuis. Je fis chercher ma fille par toute la ville, mais je ne pus rien apprendre de son malheureux destin. Cependant, l'aînée, qui se repentait sans doute de sa fureur jalouse, ne cessa de s'affliger et de pleurer la mort de sa sœur. Elle se priva même de toute nourriture et mit fin, par là, à ces déplorables jours. Voilà, continua le gouverneur, quelle est la condition des hommes. Tels sont les malheurs auxquels ils sont exposés. Mais, mon fils, ajouta-t-il, comme nous sommes tous deux également infortunés, unissons nos déplaisirs. Ne nous abandonnons point l'un l'autre. Je vous donne en mariage une troisième fille que j'ai. Elle est plus jeune que ses sœurs et ne leur ressemble nullement par sa conduite. Elle a même plus de beauté qu'elles n'en ont eu, et je puis vous assurer qu'elle est d'une humeur propre à vous rendre heureux. Vous n'aurez pas d'autre maison que la mienne, et après ma mort, vous serez, vous et elle, mes seuls héritiers. Seigneur, lui dis-je, je suis confus de toutes vos bontés, je ne pourrai jamais vous en marquer assez de reconnaissance. Brisons-la, interrompit-il, ne consumons pas le temps en vains discours. En disant cela, il fit appeler des témoins et dresser un contrat de mariage. Ensuite, j'épousai sa fille sans cérémonie. Il ne se contenta pas d'avoir fait punir le marchand joaillier qui m'avait faussement accusé. Il fit confisquer à mon profit tous ses biens, qui sont très considérables. Enfin, depuis que vous venez chez le gouverneur, vous avez pu voir en quelle considération je suis auprès de lui. Je vous dirai de plus qu'un homme, envoyé par mes oncles en Égypte exprès pour m'y chercher, ayant en passant découvert que j'étais en cette ville, me remit hier une lettre de leur part. Il me mande la mort de mon père et m'invite à aller recueillir sa succession à Moussoul. Mais, comme l'alliance et l'amitié du gouverneur m'attachent à lui et ne me permettent pas de m'éloigner, j'ai renvoyé l'express avec une procuration pour me faire tenir tout ce qui m'appartient. Après ce que vous venez d'entendre, j'espère que vous me pardonnerez l'incivilité que je vous ai faite durant le cours de ma maladie en vous présentant la main gauche au lieu de la droite. Voilà, dit le médecin juif au sultan de Casgar, ce que me raconta le jeune homme de Moussoul. Je demeurai à Damas tant que le gouverneur y vécut. Après sa mort, comme j'étais à la fleur de mon âge, j'eus la curiosité de voyager. Je parcourus toute la Perse et allai dans les Indes, et enfin, je suis venu m'établir dans votre capitale, où j'exerce avec honneur la profession de médecin. Le sultan de Casgar trouva cette dernière histoire assez agréable. « J'avoue, dit-il au juif, que ce que tu viens de me raconter est extraordinaire. Mais franchement, l'histoire du bossu l'est encore davantage, et bien plus réjouissante. Ainsi n'espère pas que je te donne la vie, non plus qu'aux autres. Je vais vous faire pendre tous quatre. » Alors, le pourvoyeur de fonds et le marchand racontèrent aussi leur histoire. Mais celle-ci n'était pas plus surprenante que celle du bossu, et la sentence allait tomber lorsque... « Attendez, de grâce, sire !» s'écria le tailleur en s'avançant et se prosternant aux pieds du sultan. « Puisque votre majesté aime les histoires plaisantes, celle que j'ai à lui conter ne lui déplaira pas. »« Je veux bien t'écouter aussi, lui dit le sultan, mais ne te flatte pas
que je ne te laisse vivre, à moins que tu ne me dises quelque aventure plus divertissante que celle du bossu. » Alors, le tailleur, comme s'il eût été sûr de son fait, prit la parole avec confiance et commença son discours dans ces termes. L'histoire que raconta le tailleur. « Sire, un bourgeois de cette ville me fit l'honneur, il y a 2 jours, de m'inviter à un festin qu'il donnait hier matin à ses amis. Je me rendis chez lui de très bonne heure et j'y trouvai environ 20 personnes. Nous n'attendions plus que le maître de la maison qui était sorti pour quelque affaire, lorsque nous le vîmes arriver, accompagné d'un jeune étranger, très proprement habillé, fort bien fait, mais boiteux. Nous nous levâmes tous, et pour faire honneur au maître du logis, nous priâmes le jeune homme de s'asseoir avec nous sur le sofa. Il était prêt à le faire, lorsque, apercevant un barbier qui était de notre compagnie, il se retira brusquement en arrière et voulut sortir. Le maître de la maison, surpris de son action, l'arrêta. « Où allez-vous » lui dit-il. « À peine êtes-vous entré que vous voulez sortir ?»« Seigneur, » répondit le jeune homme, « au nom de Dieu, je vous supplie de ne pas me retenir et de permettre que je m'en aille. Je ne puis voir sans horreur cet abominable barbier que voilà. Il a l'âme noire, plus horrible encore que le visage. » Le jour, qui parut en cet endroit, empêcha Scheherazade d'en dire davantage cette nuit. Mais la nuit suivante, elle reprit ainsi sa narration.